Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. De la philosophie à l'être, de l'économie au développement durable, des fondements et de l'équilibre de nos sociétés, le partage est au cœur de ce qui fonde, construit et fait grandir l'humanité. Cette année, la Cité de la Réussite a décidé d'appeler ses participants à partager. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Il faut qu'il y ait un lien intime entre moi, l'homme, qui veut être européen, et toutes les institutions européennes. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle, et déjà, il est en danger. Je crois qu'il y a, je ne sais pas si c'est une fracture ou un moment historique où tout a changé. C'est vertigineux, nous avons même le pouvoir de tout faire sauter, de tout détruire. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. L'avenir va être absolument passionnant. Pardon. Absolument, l'avenir va être passionnant. Merci d'être venu à cette table ronde. Je crois que vous pouvez vous asseoir. Je vais rester debout pour faire les présentations avant que nous commencions. Bienvenue à nos 3 témoins. Bienvenue à tous dans cette table ronde dont le thème est « Réconcilier l'esprit d'entreprise et l'esprit de partage ». J'ai envie de dire, il manque un mot, c'est comment. Comment réconcilier l'esprit de l'entreprise et l'esprit de partage? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre en cette fin de samedi soir, avant que vous alliez sans doute au cinéma, profiter un peu, encore continuer de profiter de la Cité de la Réussite. Et quel thème vraiment lié au sujet de la réussite que ce thème-là. Nous avons 3 témoins pour en parler, 3 témoins qui partagent finalement un point commun. Ils sont tous un peu ou beaucoup philosophes. Nous avons un banquier philosophe, Charles-Henri Philippi. Il réagira tout à l'heure. Charles-Henri Philippi, banquier philosophe, parce qu'il a écrit notamment 2 livres que vous avez tous lus, ou que je vous engage à lire, L'argent sans maître et Les 7 péchés du capital, qui sont 2 livres qui
reviennent vraiment au fond des choses, de l'évolution du capitalisme, notamment par l'aspect intellectuel, l'aspect justement, ce qu'en ont dit les grands philosophes du capitalisme. Et donc je vous engage à vous les procurer car ils sont vraiment très intéressants. Raphaël Palti, qui est fondateur et PDG d'Altavia, et qui est un chef d'entreprise philosophe, on va dire. Voilà, mais vous nous direz si vous partagez mon point de vue tout à l'heure. Et enfin, Samuel Rouvillois, un prêtre et philosophe. Vous me permettrez de vous appeler frère Samuel, puisque vous m'y avez autorisé, je crois que c'est comme ça qu'on peut s'adresser à vous, qui également est très impliqué dans ces questions d'esprit d'entreprise, puisque vous participez à de très nombreux forums, que ce soit auprès du MEDEF, enfin de différentes instances patronales. Et donc vous avez une expérience concrète pour nous aider à répondre à cette question de comment. Alors pourquoi est-ce que je dis comment ? Finalement, on vit une crise qui aujourd'hui est une crise qui est issue probablement d'une dérive du capitalisme. On en a parlé lors de la précédente table ronde pour ceux qui y étaient, c'est le risque de la cupidité. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le capitalisme, peut-être par son excès, se tue lui-même. L'un des moyens d'y répondre, c'est peut-être d'y répondre par l'esprit de partage, justement. Quand on regarde les fondateurs du capitalisme, Charles-Henri Philippi, peut-être pourrez-vous y répondre un petit peu tout à l'heure, on voit qu'il parlait de la cupidité ordinaire des origines, c'est-à-dire que c'était finalement une vision beaucoup plus simple et beaucoup plus saine de l'esprit d'entreprise et du capitalisme, peut-être que celui qu'on a vu aujourd'hui avec les dérives du capitalisme financier. Donc voilà tous les sujets dont je voudrais qu'on parle. Nous aurons plusieurs temps dans cette table ronde, comme vous le savez, à la Cité de la Réussite, il y a des étudiants. Alors je vais citer, pour ne rien oublier, des étudiants de l'ISIT, je ne sais pas ce que c'est, mais vous pourrez, en vous présentant, faire la promotion de votre école, de l'ISEG Business School, de l'Université de Versailles-Saint-Quentin et enfin de Supélec, chacun connaît aussi, qui poseront quelques questions qu'ils ont préparées, qui pourront réagir. Et puis je voudrais que, comme on est dans un amphithéâtre finalement assez petit, ça va être un peu intime, si vous voulez réagir à tout moment en levant simplement la main et en vous présentant, je pense que ça serait bien que ce soit un débat, comme on dit, participatif. Voilà. Je vais m'asseoir maintenant et poser peut-être la première question, comme je le disais, à Charles-Henri Philippi, qui est président de Citi en France, j'ai oublié de le dire, qui est un banquier qui a également dirigé le CCF qui a fusionné avec une banque anglaise, la première des grandes banques internationales qui s'appelle HSBC. Et donc, Charles-Henri Philippi, je disais, vous avez beaucoup réfléchi, en tant que banquier, à la dérive du système. On s'était rencontrés il y a quelque temps, où je vous avais même demandé, est-ce qu'il n'y avait pas une forme de schizophrénie quand on est dans le monde de l'argent, à finalement venir le critiquer comme vous l'avez fait, en titrant comme ça « L'argent sans maître, les 7 péchés du capital ». Est-ce qu'il y a une dérive aujourd'hui dans l'esprit d'entreprise, dans l'esprit du capitalisme ? Merci d'abord. Bon, d'abord, quand on est banquier, on cherche à se racheter, donc ça oblige à réfléchir et à, avec votre voisin de gauche, et à vous êtes bien penser placé. aux dérives dont quelque part on assume au minimum la co-responsabilité. Puis je crois que ça incite à réfléchir parce que souvent on fait son métier sans trop réfléchir, on pratique quotidiennement l'argent, puis un jour on se dit il faut peut-être prendre un peu de recul et voir ce que tout ça veut dire, n'est-ce pas ? Bon. Et donc, comment raccrocher cette idée de partage avec cette idée d'évolution de la société ? Bon. Pardon, je recule un tout petit peu en arrière. Les sociétés primitives, les sociétés anciennes sont des sociétés de partage, sont des sociétés immobiles, et c'est à travers l'idée de la répartition et du partage qu'elles voient l'échange. Hein. J'ai une très très belle citation de Marcel Mauss, si ça vous intéresse. Après, je vous la dirai à un moment parce qu'elle est très belle. Et puis, alors, quand on passe à la modernité, c'est la valorisation de l'échange. Le centre de la modernité, c'est l'échange, la division du travail et les rapports humains à travers l'échange. Et la beauté de l'échange chez les philosophes des Lumières, c'est que l'échange crée quelque part un progrès partagé. Donc, la mécanique économique, sociale et politique permet de faire quelque chose qui autorise un partage suffisant du progrès pour que l'essentiel soit sauvegardé dans les rapports entre les hommes, dans l'économie de progrès. Dans l'économie de marché, l'économie capitaliste telle qu'elle est pensée par les philosophes de Lumière, il y a profit parce qu'il y a création de valeur. Voilà. On dit, mais
J'ai fait du profit, oui, mais j'ai créé des emplois, j'ai fabriqué des choses, j'ai créé une entreprise, j'ai fait quelque chose pour la société dans son ensemble. Et la main invisible, c'est ça, c'est des gens qui poursuivent leur intérêt individuel et en poursuivant leur intérêt individuel, arrivent à fabriquer quelque chose de collectif. Et donc, et cette valeur qu'on crée, c'est aussi du travail pour les gens, etc. etc. Bon. Et la dérive de la société, c'est, et ça a des éléments différents, mais je me concentre sur deux pour l'instant, c'est la capacité à faire du profit sans créer de valeur. C'est ce qu'on peut appeler en simplifiant la spéculation sur les marchés financiers secondaires. C'est la finance. J'agite des actifs dans tous les sens, c'est parce que j'étais plus malin que les autres, j'ai eu une information, j'ai acheté, j'ai vendu, je n'ai absolument rien créé, j'ai simplement gagné de l'argent. Et le deuxième élément qui est lié à la société de l'immatériel, c'est maintenant je peux aussi créer de la valeur sans créer d'emploi, sans créer de travail. D'accord ? On est dans le monde de l'immatériel, je suis un type très malin, j'invente un truc sur Internet, je ne vais créer aucun emploi, mais j'ai imaginé quelque chose de commercialement très fort. Monsieur Niel, qui j'espère n'est pas dans cette salle, il gagne beaucoup d'argent, il fait un truc formidable sur le plan économique. Il vous aide, vous, à payer moins cher votre téléphone, etc., mais il ne crée pas d'emploi. Il utilise l'itinérance du réseau Orange, donc il va aller détruire des emplois chez les gens existants, chez l'opérateur existant. Il va créer quelques emplois chez lui, mais au total, ce truc-là crée de la valeur financière qui est justifiée par un esprit d'entreprise qui fonctionne, mais est en train quelque part de détruire, je ne sais pas si c'est légitime ou légitime, des emplois en France. Bon. Et ça, c'est un véritable problème. Et je crois que ce à quoi on se heurte, c'est un monde qui, de ce fait, devient à la fois plus inégalitaire et moins justifiable aux yeux de l'opinion, et que la seule réponse qu'on peut donner, c'est le partage obligatoire, en quelque sorte. C'est à dire, bah, écoutez, puisque vous, l'économie naturelle, ne peut plus livrer ce progrès relativement partagé, alors moi, politique, je suis obligé de vous dire, je vais couper la tête des riches, grosso modo. Voilà, bon. Et je crois que la logique est tout simplement celle-là. Et donc je crois que c'est de cette logique qu'il faut discuter. Je crois qu'il ne faut pas de grandes incantations. Je pense qu'il faut comprendre les phénomènes et voir comment on peut les résoudre. Merci, je vous donnerai la parole tout à l'heure, mais on va continuer notre tour d'horizon. Raphaël Paltier, alors peut-être d'abord présentez-nous en 2 mots votre entreprise Altavia. Et ensuite, je voudrais vous poser la question suivante. On a eu un tout petit échange tout à l'heure et vous m'avez finalement mis la puce à l'oreille. On présuppose qu'il faut réconcilier l'esprit d'entreprise et l'esprit de partage. Mais est-ce que c'est si évident que ça, notamment quand on est, comme vous, le fondateur et le créateur d'une entreprise ? D'abord 2 mots sur Altavia ? D'abord 2 mots sur Altavia. Ok, alors 2 mots sur Altavia. Altavia va bientôt avoir 30 ans, à la fin de cette année. Et Altavia est aujourd'hui un groupe de communication commerciale à l'adresse des commerçants. C'est-à-dire qu'en fait, notre sujet à nous, c'est d'aider tous les jours nos clients à faire venir leurs clients, à les faire acheter, à les faire revenir. Et ce, aussi bien sur le sujet des idées qui peuvent faire venir, faire acheter et faire revenir, que sur le sujet de la mise en œuvre des moyens et des techniques de communication. Voilà, le groupe est présent dans une vingtaine de pays aujourd'hui, essentiellement en Europe. Ce qu'on appelle l'Europe chez nous, c'est la très grande Europe. Et avec une aventure chinoise commencée il y a 8 ans et demi maintenant, où on est présent à Shanghai, Pékin, Chengdu et Canton. Voilà. Vous êtes une entreprise de réseau ? Ah oui, complètement. À tel point, c'est que le groupe, tout en étant un groupe intégré, est constitué et fonctionne comme une fédération d'entreprises, et où le lien entre nous tous, c'est précisément la notion de réseau. Et qui plus est, nous servons aujourd'hui, tous les jours de toute l'année, des entreprises à réseau. Alors, si vous vous intéressez à Altavia, vous vous engagez à regarder sur le site internet, il est très bien fait, il y a beaucoup de choses intéressantes dessus, notamment sur la question qui nous préoccupe aujourd'hui, sur les valeurs, etc. Je reviens sur ma question, est-ce que c'est si évident que ça, qu'il faille concilier l'esprit d'entreprise et l'esprit de partage ? Oui, et je vous avais répondu tout à l'heure, si tant est qu'il faille le réconcilier. La réponse est non, c'est pas si évident. C'est pas si évident, et puis ça dépend sans doute de l'entreprise. En tout cas, pour nous, chez nous, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui considère que la bonne entreprise ne peut pas exister sans être dans le partage.
et que précisément ce qui fait la force d'une entreprise, c'est la force des gens qui la constituent, et particulièrement en plus dans le métier que je fais, qui est un métier de prestataire de services. Et pour que ces gens ensemble soient forts, et c'est ensemble qu'on gagne, précisément, c'est de construire un lien et de nourrir constamment ce lien. Et qui dit lien ou liant, dit partage, tout simplement, échange. Et ça, c'est une obligation pour moi que de tous les jours veiller au grain du partage dans l'entreprise. Donc ça veut dire que quand on parle d'une économie de marché, on devrait plutôt parler d'une économie de partage avant de parler d'une économie capitaliste cherchant le profit? Oui, sans doute, mais pas si évident que ça, comme le disait Charles-Henri tout à l'heure. On est dans un monde un peu particulier aujourd'hui. Et notamment, depuis 2008, on a fait le constat, enfin, moi j'ai un avis sur la question, c'est de dire que il y a beaucoup trop d'argent, il y a beaucoup trop de gens sur la planète qui font de l'argent sur de l'argent. Et précisément, c'est sans doute la cause de ce qu'on vit aujourd'hui. Mais en même temps, il y a le constat qu'il y a beaucoup trop d'argent sur la planète, beaucoup trop de liquidités. Je ne sais pas ce qu'en pense le banquier, mais tant qu'il y aura autant de liquidités sur la planète, je pense que malheureusement, qu'il y aura aussi des gens qui feront de l'argent sur de l'argent. Je me tourne vers frère Samuel pour finalement vous faire réagir d'abord à ce qui vient d'être dit, j'ai vu que vous preniez déjà des notes, mais également vous soumettre de réflexion, enfin plutôt une traduction. Quand on traduit esprit d'entreprise en anglais, c'est toujours intéressant de regarder comment on l'exprime. On dit entrepreneurial spirit ou corporate responsibility, qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Donc on voit bien qu'on n'utilise pas le même mot selon ce que l'on veut dire. Et quand on parle d'esprit de partage, en anglais on dit spirit of sharing. Alors j'allais presque invoquer l'Esprit Saint, mais comment est-ce que vous réagissez à ces mots? Je ne sais pas s'il faut réagir sur les mots, ce qui importe c'est ce que les gens mettent derrière. Enfin, c'est comme le partage des valeurs. Enfin, le mot valeur, il est partout. Est-ce qu'il désigne de manière univoque ou aussi bien la richesse matérielle que la richesse morale, que la richesse politique? Ça fait partie des mots parfaitement flous et incantatoires qui, personnellement, comme philosophe, ne m'intéressent pas. Voilà. L'énergie, la valeur, tous ces trucs-là, c'est absolument pas précis. Si vous êtes une valeur financière, ce n'est pas une valeur morale, et une valeur morale, je ne suis pas sûr de dire que ça soit utile, c'est autre chose qu'une valeur politique. Voilà. Donc, pardon, moi, ce qui m'importe, c'est ce qui se passe dans le concret, c'est-à-dire dans comment les gens agissent. Et je pense que d'abord dans l'entreprise il y a du partage, ne serait-ce que parce qu'il y a de l'échange, et partout où il y a de l'échange il y a du partage entre, d'abord ne serait-ce que parce que les bénéfices sont partagés entre les salariés et avec les actionnaires, parce que le produit il est partagé avec le client, parce que tous les stakeholders ils partagent, tous les parties prenantes partagent. La société aussi, elle reçoit quelque chose de l'entreprise et elle échange contre ça. Les familles mettent à disposition aussi les gens qu'ils ont formés pour qu'ils puissent contribuer à l'entreprise. Donc il y a de la circulation de biens. Il y a de la circulation de paroles, voilà. Et donc, bien sûr qu'il y a du partage. Ensuite, est-ce que c'est moral? Non. Quand vous êtes une organisation de malfaiteurs, vous partagez beaucoup de choses, y compris le butin. C'est pas pourtant que c'est moral. Donc, le partage, pour moi, n'a pas de connotation morale. Et donc, oui, il faut être dans le partage. Alors, si c'est le partage de ceux qui ont envers ceux qui n'ont pas, c'est déjà tout à fait différent. Et je dirais le problème du partage, c'est qu'il y a deux manières de partager. Ou bien on partage de manière calculée, c'est-à-dire qu'on veut un retour sur investissement, c'est-à-dire que je partage, mais j'ai bien l'intention qu'on me rende. Ça, je dirais que ça fonctionne très bien aujourd'hui dans le capitalisme contemporain. Et donc, on partage de manière raisonnée, raisonnable, comme font les animaux d'ailleurs aussi. C'est-à-dire en étant à peu près certain qu'on va me donner autant que je donne. Voilà. C'est dans la Bible d'ailleurs. Donner, il vous sera donné. Oui, enfin c'est dans Saint-Luc. C'est vrai, mais c'est pas par calcul, parce qu'en l'occurrence, c'est à perte. Voilà. Ça peut être un gain. Oui, monde. Oui, on peut se consoler comme ça, oui. D'ailleurs, il est plus souvent parlé de perdre que de donner. Ça craint plus. Voilà. Parce qu'en fait, donner, c'est perdre dans la Bible. Voilà. Et perdre, c'est plus avoir. Et donc, le don, c'est l'avoir, pour entrer dans l'être. Ça, c'est une autre paire de manches, précisément. Et donc, le partage, si vous voulez, sur le plan matériel, avec optimisation de la gestion du partage, on est tout à fait d'accord. C'est ce qu'a tenté le monde contemporain. Et puis, il y a aussi le partage par générosité. Je ne crois pas plus au partage par générosité, parce que le partage par générosité, il existe que dans un monde sécurisé. C'est-à-dire que quand ça va bien, que j'ai tout ce qu'il me faut et que j'ai un peu plus, je suis heureux de partager généreusement avec ceux qui n'ont pas. Par contre, bizarrement, quand j'ai plus et que ce qu'on m'a pris, on me l'a pris de manière injuste, j'ai plus du tout envie de partager avec personne. Voilà, donc le problématique, c'est la vertu.
Or, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où le partage ne peut reposer que sur un acte volontaire qui n'est pas un esprit de calcul, qui précisément vise à accepter de perdre pour un temps ce que je ne suis pas sûr de récupérer quelque part un jour. Je pense des pays riches envers les pays pauvres, de ceux qui ont envers ceux qui n'ont pas. Et cette logique qui est la logique du don, sans contre-don, elle n'est pas du tout évidente. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la difficulté, c'est que le partage peut être un mot qui recouvre les pratiques les plus immorales qui soient. Et donc la question, c'est par quoi il est animé. Et je pense que c'est ça la vraie question. Et dans l'entreprise, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, la question est de savoir où partage-t-on sans calcul ou sans retour sur investissement. Et est-il nécessaire de partager sans retour? Ou plus exactement, est-il, pour être plus humble, possible de partager au-delà du retour? Parce qu'on attend toujours un retour. Je vais faire quand même une remarque, c'est que dans la vie sociale, on est complètement dominé par l'échange monétaire et l'échange intéressé. Et donc chaque fois, on se dit, ah, ce monde où il n'y a que l'argent qui compte, et puis on se dit, mais moi, je suis mieux. Moi, j'ai ma famille, j'ai des gens de mon village, j'ai des rapports avec eux qui ne sont pas des rapports monétaires. J'ai des gens avec qui je fais des choses, je fais des petits trucs musicaux dans moi. Bon, je crois qu'il faut avoir à l'esprit que le partage existe sans être socialement quantifié. Je veux dire, il ne faut quand même pas oublier qu'on a des vies personnelles et que ce sont... Pardon, c'est moi qui fais le sermon, parce qu'en arrivant, on voyait les gens qui parlaient, et je disais, mon frère, vous voyez, maintenant, tout le monde fait les sermons. Et il dit, sauf moi. Moi, je ne fais pas de sermon. D'ailleurs, vous n'avez pas l'air d'en faire. Vous n'avez pas l'air d'en faire. Bon. Donc, moi, je vais faire un petit sermon, mais le partage est dans nos vies personnelles. Et on voudrait quantifier ce truc-là. Alors là, il y a une chose sur laquelle je suis d'accord, c'est l'envahissement du monétaire. Hein. C'est ça, le nouveau monstre. Je me disais le nouveau monstre parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait ce film de sketch italien, Les Nouveaux Monstres, où on voit à un moment, il y a un sketch d'Ettore Scola dans lequel il y a le gars qui essaye d'emmener sa mère à l'hospice. On rentre dans la modernité. Avant, dans son village italien, c'était jusqu'au bout qu'on gardait les gens à la maison, etc. Et là, au fond, il va faire un sacrifice financier, d'accord ? Mais en termes de partage, c'est pas très beau. Et il est tellement honteux qu'il essaye de faire entrer sa vieille mère dans l'hospice sans qu'elle s'en rende compte. Et c'est tout le sketch. C'est extrêmement, extrêmement éprouvant, mais ça montre bien qu'au fond, il peut y avoir un sens du partage où on donne quelque chose financièrement quantifiable et qu'en fait, on fait le contraire du partage au moment où on commet son acte. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Bon. Donc ça, je dis ça parce que moi, je suis pour qu'on respecte nos vies à nous, qui sont des vies personnelles, qui sont inscrites dans beaucoup plus de partage, et que les politiques ne nous embêtent pas avec ça. Quand M. Stiglitz nous fait un rapport pour quantifier le bonheur national brut, je lui dis merci beaucoup, mon bonheur à moi, je n'ai pas forcément envie que macroéconomiquement, on me dise exactement ce qu'il est. Donc l'espace de liberté personnelle dans ces choses-là, bon, il est quand même quelque chose d'important. Alors ensuite, maintenant, je reviens à mon expérience de l'entreprise. Je pense qu'il y a deux partages. Et moi, quand je parle du partage, bien entendu, je parle du partage, pas du partage du profit, pas de la définition du partage qui permet de s'appliquer à tout et n'importe quoi. Le partage entend qu'il est quelque chose de différent que la recherche du profit ou l'échange monétaire et rationnel, de l'homme rationnel. Bon. Et donc, je pense qu'il y a deux formes de partage. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise. Il y a notre intérêt en tant qu'entreprise. Moi, j'ai travaillé dans une immense entreprise très longtemps qui s'appelait HSBC, des gens de toute origine ethnique qui faisaient des choses, etc., des clients partout, une réputation à sauvegarder. Vous savez que dans la banque, c'est devenu quand même relativement difficile. Bon, et on avait une politique de long terme de responsabilité sociale d'entreprise en matière d'éducation, en matière de culture, etc. Et j'essayais toujours d'expliquer, parce que les journalistes me disaient « mais c'est de la com, votre truc, c'est juste de la com ». Non, je ne dis pas de la com, c'est pour assurer nos profits futurs. C'est parce que dans le futur, on estime que si on est respecté par nos clients, on pourra, sur la durée, avoir une entreprise plus solide et gagner de l'argent. Bon, et donc, il y a cet esprit-là. Je trouve que c'est très positif. Hein. En même temps, l'idée de la diversité, c'est aussi... J'ai tellement de clients d'ethnies différentes, j'ai tellement de salariés d'ethnies différentes, que je suis un type formidable. J'aime toutes les ethnies, mais je les aime aussi par intérêt. Mais si l'intérêt rejoint la morale, alors là, ça commence à m'aller un peu mieux. Et puis, il y a une autre forme de partage. C'est celle qui est imposée par les salariés dans l'entreprise.
Parce qu'on dit, les chefs d'entreprise disent, mais moi, j'ai le sens du partage. Non, nos salariés, ils viennent dans l'entreprise, ils y passent, je ne sais pas combien d'heures par jour, et ils nous disent, vous devriez faire ça. Et ils nous disent, on voudrait faire un truc dans ce domaine-là. Et là, je crois que c'est quelque chose qui vient de la communauté de l'entreprise, qui est quelque chose qu'on doit accepter. Et on doit l'accepter parce qu'on veut aussi, évidemment, que nos salariés soient heureux, etc. Mais ce n'est pas forcément l'entreprise qui prend l'initiative. Moi, j'ai vu de plus en plus de cas dans lesquels cette initiative non quantifiée à l'intérieur de l'entreprise, de collaboration, etc., c'était une initiative qui nous était en quelque sorte imposée. Raphaël Palti, sur cette question, justement, on partage le pouvoir dans l'entreprise. D'ailleurs, on évoque, ça fait partie des réformes envisagées, de faire rentrer les salariés dans les conseils d'administration. C'est déjà le cas dans le secteur public, mais ça pourrait l'être dans le privé. Et on veut l'imposer, effectivement, par la loi. On partage le travail. Il y a une loi qui dit on partage le travail. Elle a eu des effets variables. Elle a pu abîmer peut-être la valeur travail, certains le disent. Mais en même temps, c'est une notion économique. On dit en partageant le travail, on peut donner plus de travail à plus de monde. Bon, ça ne marche pas forcément à tous les coups, mais en tout cas, c'est l'idée. Puis il y a le partage des profits, la participation, ça c'est vieux, ça a commencé en France avec le général de Gaulle, et ça continue de prospérer, on pourrait même aller plus loin. Qu'est-ce que vous pensez justement de la participation, du partage avec les salariés? Est-ce que là, il faut inventer de nouveaux modèles qui seraient éventuellement plus efficaces que ceux qu'on a utilisés jusqu'ici? Alors, je vais répondre à la question par rapport à ce que disait frère Samuel tout à l'heure. Dans l'entreprise, il disait sans doute que rares sont les entreprises qui partagent sans calcul. J'ai compris à peu près ça. Moi, ce que je pense, c'est que peut-être que c'est ce qu'on perçoit, mais qu'en même temps, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que la très bonne entreprise, qu'est-ce que c'est une bonne entreprise? C'est celle qui dure, c'est celle qui est pérenne, c'est celle qui, sans cesse, est mieux le lendemain que la veille, etc., et qui est dans un cycle positif de progrès. Eh bien, de cette entreprise-là, j'ai la conviction absolue qu'elle ne peut pas vivre sans un esprit de partage. Alors après, il y a des degrés d'esprit de partage, et c'est ce que vous indiquez par rapport à des règles de gouvernance, par rapport à des contraintes. Alors dans notre cas à nous, moi je vais parler de notre cas à nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous existons depuis 30 ans, et si je vois ce qui s'est produit durant l'histoire d'Altavia, c'est qu'à chaque étape de son histoire, on s'est mis des contraintes positives, mais en fait, ce n'était pas des contraintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Altavia publie un rapport annuel depuis une quinzaine d'années maintenant, et Altavia n'est absolument pas obligé, puisque non coté, de publier un rapport annuel. Mais on fait cet exercice comme un exercice d'hygiène pour nous. Mais en même temps, nos règles de gouvernance ont très tôt fait en sorte que, là aussi, on n'a pas besoin d'avoir un véritable conseil d'administration au sens classique du terme, mais on a pris un conseil où il n'y a que des administrateurs indépendants. Dans un certain conseil d'administration du groupe, nous avons bien sûr la représentation du personnel. Nous avons des politiques RSE aujourd'hui très exigeantes, et en fait, cette évolution et le fait de grandir dans le partage, en fait, nous pousse et nous rend tous les jours plus forts. Et alors, c'est vrai qu'il faut que le dirigeant, le chef d'entreprise, le fondateur ait en lui ça. C'est-à-dire que... Vous étiez convaincu dès le départ, vous. Ben, je crois qu'on est quand même... quand on est parfois un peu partageur, quoi. Et que je ne sais pas si le partage, c'est quelque chose qui s'apprend. Je ne sais pas répondre à la question. Hein. Je ne sais pas si le partage, c'est quelque chose qu'on a envie de faire quand on ne le connaît pas, quoi. Et parce que peut-être que ça peut devenir du partage obligé, du partage contraint, du partage calculé. Et ça, c'est une question. Je reviendrai vers vous sur une autre question, mais est-ce que c'est inné, l'esprit d'entreprise ou l'esprit d'entreprendre et l'esprit de partage? Est-ce que c'est inné ou acquis? C'est une vraie question. L'esprit d'entreprise, c'est sûrement inné, c'est-à-dire créer, ça fait partie de notre manière d'inscrire notre marque dans le monde. Donc ça fait partie, je dirais, c'est fondamental. Et tout le monde ne l'a pas. On en a plus ou moins la capacité, mais ceux qui ne l'ont pas envient ceux qui l'ont. Donc ce qui montre bien qu'en fait, il y a un fond quand même. Ensuite, l'empathie, ça existe même chez les animaux. Donc sous ce rapport-là, ce partage-là matériel et simplement affectif, il existe et il est bénéfique.
Et je dirais, la difficulté, c'est que aujourd'hui, c'est plus suffisant. C'est-à-dire que l'équilibre entre individualisme calculateur et générosité empathique, cet équilibre qui existait dans le monde des sociétés traditionnelles, il ne fonctionne plus. Alors pourquoi il ne fonctionne plus? Je pense que d'abord parce que le partage dans une communauté humaine, il est réglé par la justice. Et qu'aujourd'hui, c'est extraordinairement difficile d'établir la justice dans un monde où tout est connecté. La justice dans une communauté restreinte, c'est-à-dire une injustice, une justice relative, parce que la justice pure, ça n'existe jamais. Mais gérer la justice dans une communauté qui se tient par elle-même, ça va bien. Dans une société interconnectée à l'échelle mondiale, dans laquelle on est informé sur la différence de salaire à l'échelle du monde entier, on est tout le temps dans l'injustice. Et donc, c'est très difficile de définir législativement des règles de partage justes. On définit ce qui évite le pire et on a du mal. Et donc la question, c'est où chercher les ressorts. Moi, j'aime bien la question. Où aller chercher dans l'humain, dans l'entreprise, puisque c'est de ça qu'on parle, les ressorts qui vont l'inviter au partage. Et moi, je ne négligerai pas le partage calculé. La question, c'est comment est-ce qu'on peut susciter l'envie d'aller au-delà. Et je trouve que dans l'entreprise, là, je suis tout à fait d'accord, il y a ça s'appelle la bienveillance. C'est-à-dire que, bizarrement, il y a quelque chose d'un bienfait qu'on peut se faire les uns aux autres, qui, lui, n'est pas directement avec retour sur investissement matériellement évaluable. Et la bienveillance, l'attention à autrui, tout simplement la joie. Enfin, je veux dire, il y a un partage d'existence et qui aujourd'hui est d'autant plus important dans l'entreprise qu'elle subit, en raison du système collectif, une pression énorme. Et donc aujourd'hui, le partage de la bienveillance, qui est un partage immatériel, à mon avis, est beaucoup plus constitutif de la survie de demain qu'il ne l'était avant-hier. Avant-hier, on pouvait être un peu féroce, j'allais dire... Comme on était dans une ambiance moins pressurisante, c'était vivable. Aujourd'hui, si on ne se fait pas du bien les uns aux autres, on va rapidement se faire du mal. Oui, juste pour paraphraser Père Samuel, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, il faut créer les conditions du partage dans une entreprise. Et c'est vrai que même les locaux de l'entreprise peuvent porter à partager, peuvent pousser à partager. On est extrêmement vigilants, nous, dans l'architecture, le design d'architecture et l'ergonomie au travail. La fluidité, la transparence, les rites et les rythmes qu'on s'impose ou qu'on initie dans l'entreprise peuvent être des moments de partage. Ça peut aller à des instants de communication chaude, comme des cafés croissants, ça s'appelle chez nous, ou des grands séminaires plutôt classiques, mais où, à l'intérieur du séminaire, c'est une notion d'échange, c'est une notion d'interactivité, c'est une notion d'enrichissement, à la fois collectif et personnel, etc. Et effectivement, je crois que ces conditions, on peut les créer, et quand on est chef d'entreprise, quand on est manager, et que si on a ce souci-là permanent, eh bien on y arrive. Une dernière chose, et puis après j'arrêterai. Alors, le partage calculé, en fait, je suis assez d'accord, parce que moi, j'ai aussi l'absolu, en étant un peu partageur, mais j'ai l'absolue conviction que ça marche mieux quand on partage, tout simplement. C'est-à-dire que l'entreprise va mieux, l'entreprise fait de plus belles réalisations, fait de la croissance beaucoup plus, et beaucoup plus solide, et beaucoup plus loin, et beaucoup plus forte quand on partage. C'est-à-dire que ça marche mieux. J'allais justement vous poser cette question, parce que je crois que vous êtes assez lié à Planète Finance, à Jacques Attali. J'ai participé récemment à un forum qui a été fait au Havre, qui s'appelle donc le LH Forum, pour le Havre, sur l'économie sociale et solidaire. Et donc l'idée était d'essayer de démontrer qu'il y a un vrai mouvement en ce moment, dans toute l'Europe, en fait, enfin, dans le monde entier, puisqu'il y avait des participants venant de tous les pays, compris des ex-régimes soviétiques, des pays de l'Est, dans les pays autrefois du tiers-monde, aujourd'hui les pays émergents, du Brésil, de la Chine. Enfin, de la Chine, il n'y en avait pas beaucoup, mais ça viendra peut-être. Mais en tout cas, du Brésil, évidemment de l'Europe et de notre continent. Donc l'économie sociale et solidaire, est-ce que ce n'est pas une façon de dépasser la contradiction dans laquelle on est rentré, quand on a parlé, qui montre que finalement on n'arrive plus à faire de croissance aujourd'hui dans un monde qui est un monde d'opposition, de conflits, et que c'est ainsi presque le partage, j'allais dire, allait sauver le capitalisme. Alors, je ne sais pas. Par rapport à la question que vous posez, je ne sais pas. Je le lance au débat. Oui. Je ne sais pas. Par contre, effectivement, au LH Forum, c'est ce que vous décrivez
commence à porter un nom qui s'appelle l'économie positive, et qui est en fait l'espèce de mix et de choses un peu hybrides entre l'ONG, non-profit... Plus que le profit. Et voilà, c'est ça. Et la société dite capitaliste, seulement orientée sur le profit. Je ne sais pas répondre à cette question. Moi, je pense quand même qu'il y a une voie pour les entreprises dites responsables, pour les entreprises pérennes et qui inscrivent la pérennité dans leur gène et qui, dans leur génie propre, on se soucie du partage. Et ces entreprises seront des entreprises de profit, mais de profit au sens global du terme. C'est-à-dire que tout le monde en profite, quoi. Charles-Henri Philippi, à cette question-là, puis j'aurai une prolongation après. Je crois que du point de vue de la circulation, de la connaissance, de l'information, du point de vue de l'information, on n'a jamais été autant dans une économie de partage. Il faut en venir là, parce qu'on parle de l'intérêt à partager. Est-ce que je vais partager? Mais il y a des choses, vous ne posez même pas la question, elles sont partagées. L'Internet, c'est quand même un partage massif de l'information. Bon. Et je crois que ça, c'est très important. Et il faudrait peut-être aussi que nos politiques le comprennent. Et j'y pensais à propos du microcrédit. Bon. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle l'ADI, qui est le concurrent aimable de Planète Finance et un très grand organisme de microcrédit. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, pour le dire de façon un tout petit peu extrême, l'argent n'est qu'un argument. Ce qui compte à l'ADI, c'est l'accompagnement. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui voudraient faire quelque chose, qui voudraient être entrepreneurs, qui voudraient concrétiser une idée, mais alors, évidemment, il y a des procédures, il y a un problème de confiance. Est-ce que je vais oser le faire? Et s'il voit d'autres entrepreneurs qui l'ont fait, alors peut-être qu'il va le faire. Et si les bénévoles de l'ADI l'accompagnent, alors il va le faire. Et puis, on va lui prêter à l'occasion 5 000 €. OK, 3 000, 5 000 €. Bon, c'est important, les 5 000 €. Mais vous lui donnez juste les 5 000 €, ça sert strictement à rien. L'important, c'est cette espèce d'éco-socio-système dans lequel les gens se mettent et partagent véritablement les expériences. Bon. Moi, j'ai le même sentiment pour l'investissement des PME. Bon, on a fabriqué une belle BPI et on dit 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards, de toute façon, on les a déjà mis, grosso modo, donc on en parle. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est que l'écosystème de création d'entreprises dans les régions? Alors, il y a des gens qui s'en préoccupent, il y a des gens qui s'en préoccupent. Mais pour moi, qui fais aussi un peu de ces choses-là, le vrai écosystème des entrepreneurs qui se parlent dans la région, qui se font confiance et qui avancent, c'est très important. Parce que les procédures financières, elles existent. Bon. Ensuite, on parle de culture et on dit, allez, on serre la vis sur la culture. Bon, c'est bien, c'est peut-être intéressant, ça représente 0,6 ou 0,7% du budget national. Pour moi, le vrai sujet, qui m'occupe un peu de questions d'opéra, c'est l'accès à la culture. Le problème, est-ce qu'il est de savoir quantitativement combien on dépense pour savoir si c'est bien, ou est-ce que c'est de savoir comment on fait pour que tout le monde ou le maximum de personnes puissent accéder à ce truc-là et que ce ne soit pas réservé à une minorité de privilégiés. Et finalement, les gouvernements, et plus encore ceux de gauche, ont une vision totalement quantitative de ce qui doit être fait. On dit, allez, on va dépenser plus et ça sera mieux. Quand il y a eu l'immense débat sur la recherche il y a quelques années, on n'a jamais entendu parler du contenu de la recherche. On a entendu parler des budgets de la recherche, on n'a jamais entendu parler des contenus. Et donc, je me demande si cette idée de partage, qui est au fond, comment fait-on ensemble, on prend une masse d'euros qui va être de plus en plus limitée, mais comment l'exploite-t-on ensemble, cette masse d'euros, cette capacité d'investissement, pour travailler ensemble dans un esprit de partage, pour en fabriquer quelque chose qui soit efficace sur le plan à la fois du progrès matériel et de l'épanouissement individuel. Je pense qu'on pourrait, grâce à la Cité de la Réussite, se reposer la question de cette manière-là. J'ai envie, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit peut-être avant? La question, c'est le ensemble. Et je pense, moi, qu'on n'est pas loin de devoir basculer dans un autre paradigme. Jusque-là, on pense quand même le ensemble sur la base de soi. C'est-à-dire qu'en gros, on partage, mais quand même toujours à partir de soi. Je pense que demain, je peux prendre un exemple très simple, l'Europe, par exemple. L'Europe se construira, à mon avis, jamais sur la base d'un partage où chaque nation envisage ce qu'elle peut apporter aux autres. Elle ne se fera que sur la base de la conscience que de toute façon, on n'est rien sans les autres et que le problème, c'est qu'est-ce qui me manque. C'est pas qu'est-ce que j'ai.
Et donc je pense que la difficulté là, elle est de passer de l'autonomie généreuse du donateur envers ceux avec lesquels il pourrait partager à une interdépendance qui est originelle. C'est-à-dire que pour moi, l'interdépendance, elle est originelle. Donc j'allais dire, on n'a pas à partager, c'est originellement à nous tous. Enfin, je vois bien dans ce qu'on appelle la destination universelle des biens. C'est-à-dire que concrètement, l'ensemble des biens de la planète sont mis à disposition de l'ensemble de l'humanité. Sauf que partager la monnaie crée un biais dans ce que vous dites, que l'interdépendance originelle, elle existait avant qu'on partage la monnaie. Du fait que vous partagez la monnaie, vous avez une responsabilité et une solidarité nouvelle qui est créée et qui pose problème. Oui, mais qui est surtout sur la base de la sacralisation de la propriété privée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je considère que de toute façon ce que j'ai est aussi sacré que ma dignité, c'est là que je me plante. J'irais propriétaire des dettes. Parce que ce que je suis dans mon être, c'est pas partageable, c'est pas à moins de se laisser dépecer, mais c'est pas partageable. Par contre, mon avoir, est-ce qu'il est vraiment mon avoir? Moi, ma grande question, je prends l'exemple des dirigeants d'entreprise qui ont des moyens parce qu'ils sont propriétaires de leur entreprise et qu'elle marche bien. À partir de quel seuil ne sont-ils plus moralement propriétaires de leurs biens? Que vous ayez investi 1000 et que vous ayez récolté 1000 fois 1000, je comprends. Mais au-delà, c'est déjà beaucoup d'ailleurs. Mais quand vous avez investi 1 et que vous récoltez 1 million pour l'investissement de 1, il me semble très clair que le 1 million, il ne peut pas moralement vous appartenir de manière stricte. Ça n'a aucun sens dans un monde où, par ailleurs, les gens n'ont même pas 3. J'allais vous poser justement cette question, mais tout le monde là, on peut vous applaudir, oui. Mais... Je l'applique à l'entreprise. C'est-à-dire que pour moi, c'est dans l'entreprise. Je pense par exemple au partage du pouvoir, parce que venons-en aux choses qui fâchent. Le problème, c'est de savoir, est-ce que le partage du pouvoir, c'est simplement se répartir les risques en se surveillant les uns les autres, ou c'est considérer que, par exemple, dans une équipe dirigeante, le pouvoir n'est pas vivable sans une interdépendance délibérée des membres de l'équipe dirigeante, humainement, les uns envers les autres. C'est ça, moi, ma grande question. Pouvons-nous faire l'économie de l'acceptation de l'interdépendance comme ce qui constitue fondamentalement notre relation les uns aux autres? Et ça, c'est un vrai changement, parce qu'on n'est pas sur cette manière de voir. Je prolonge juste ce que vous venez de dire. On entend beaucoup, on n'a jamais peut-être autant entendu parler d'entrepreneurs en ce moment dans ce pays. Vous avez tout entendu parler de tous ces volatiles qui circulent, donc il n'y en a pas ici. Les pigeons, c'est disent-elles. Alors on dit il y a des pigeons, il y a des dindons, il y a les moineaux, il y a les faucons, il y a les vautours aussi. Donc évidemment, il y a toute une ménagerie. En même temps, leur combat, qui a été au départ peut-être en partie téléguidé pour des raisons politiques, je ne sais pas, mais semblait spontané. Alors le débat, finalement, qu'ils ont lancé, il est au cœur de la question qu'on pose, réconcilier l'esprit d'entreprise et l'esprit de partage. L'esprit de partage, on dirait, c'est le consentement à l'impôt. Je consens à donner, alors vous dites 1 million, c'est trop, donc est-ce que je suis effectivement le propriétaire de ce million? Bon, ils ont l'air de se considérer quand même propriétaires de leur réussite, ces pigeons. Donc c'est un vrai débat philosophique là sur l'entrepreneur. Et puis l'esprit d'entreprise, c'est si vous me prenez trop, bah, j'ai plus envie d'entreprendre. Alors ça, c'est la question que vous évoquiez. Est-ce que c'est 2% ou 98%? Bon, visiblement, alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été mal communiquées, je crois, par le ministère des Finances sur ce budget. Ils ont fini par essayer de reprendre le dialogue. Mais la question demeure, est-ce qu'on ne court pas le risque à vouloir trop d'esprit de partage, de tuer l'esprit d'entreprise et inversement? Charles-Henri? Pour moi, cette affaire des pigeons, là, tout ça, c'est une affaire de bon sens et une succession d'erreurs. En réalité, je reviens à ce qu'on a dit au départ, on a eu l'impression juste qu'il y a un certain nombre de gens qui ont gagné trop d'argent sans apporter à la société, et on a fini par, au fond, tuer le bébé avec l'eau du bain, ou jeter le bébé avec l'eau du bain. Qu'est-ce qui s'est produit? Je me souviens très bien, le président de la République, alors encore candidat, interrogé par El Kabbach, qui lui dit, mais monsieur Hollande, plus d'1 million, on prend tout. Enfin, il y a quand même des gens qui créent des entreprises, qui créent des emplois, qui innovent, qui font des trucs formidables. Alors ceux-là, vous allez leur prendre tout au-delà d'1 million. Il dit, ah ben non, c'est pas pour cela. Ceux-là, bien entendu, non. Ils répondaient déjà à la question. Ensuite, ils ont commis l'erreur après, mais ils répondaient à la question. Et donc, il y avait cette idée, on voudrait taxer le mauvais argent. Malheureusement, dans la société dans laquelle on est, faire la différence, l'argent n'a pas tellement d'odeur, et vouloir faire la différence techniquement entre l'argent bien gagné et l'argent mal gagné, c'est extrêmement difficile. Puis ils sont arrivés, il y a eu les 75%,
Les types ont fait le truc à la normale sur les revenus du capital, puis tout d'un coup, il y a des gars qui se sont levés en disant « moi, je suis un créateur d'entreprise ». Et le bon sens, ensuite, l'a emporté. C'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un « aujourd'hui, vous payez 20% sur ce que vous gagnez, je vous le mets à 60 », ça vous va ? Non, ça ne va pas. Bon, vous n'aimez pas trop ça. Quand on a fait, il y a 20 ans, la réforme de la taxe professionnelle, qui était une superbe réforme, vous avez une série de gens qui ont payé moins, pour des raisons économiques qui étaient très valables. Vous avez une série de gens qui ont payé pas mal plus. Bah, on a arrêté la réforme, parce que ceux qui payaient moins ont fermé leur gueule, et ceux qui payaient beaucoup plus ont dit « pas de pigeons ». Bon, il y a un moment où les sots, en bon sens, où les sots prédateurs de l'État sur tout le monde, quelle que soit la justification théorique, morale, machin, ça ne fonctionne plus. Parce qu'on vit en société, et la société, c'est quand même une certaine continuité. Et on oublie un tout petit peu ce détail-là. Alors, le débat est vif et très intéressant. J'ai beaucoup de plaisir à le mener, mais je ne voudrais pas le mener seul. Donc il est temps, parce qu'il est 19h15, j'avais promis de donner la parole à la salle. Je peux évidemment continuer, mais je pense que c'est bien de vous entendre. Et alors, on va commencer par les étudiants et étudiantes. Et ensuite, si quiconque veut intervenir, faire partager, peut-être pas trop longues interventions, mais en tout cas partager un sentiment ou poser une question, vous êtes les bienvenus. On va commencer par une étudiante, peut-être. Allez-y. Présentez-vous et puis une question. Donc, bonjour, Mathilde Postel de l'ISIT. Donc, j'aimerais rebondir sur ce dont vous avez parlé, Monsieur Palti, tout à l'heure, concernant le lieu de travail, comme une dimension un peu fondamentale de comment on crée l'esprit de partage dans l'entreprise, dans la culture d'entreprise. Et ça m'a fait penser aussi à d'autres outils éventuellement qui peuvent favoriser cet esprit de partage, comme les nouvelles plateformes de collaboration interne, comme Ripple, Facebook, des outils comme ça, les réseaux sociaux. Et d'autre part, la formation en interne des collaborateurs, les modalités de formation. Et donc, je souhaitais savoir si vous, en tant que chef d'entreprise, d'ailleurs la question s'adresse à vous aussi, s'il y a d'autres outils concrètement ou d'autres idées qui sont mises en place comme, pour favoriser justement ce retour d'un esprit de partage, ou en tout cas pour l'ancrer vraiment dans la culture d'entreprise et en faire un moteur de créativité parmi les collaborateurs de l'entreprise. Alors, oui, il y a beaucoup de choses. Alors, y a-t-il des choses nouvelles ? En fait, moi, je pense qu'il n'y a jamais de choses nouvelles, qu'il y a des évolutions de choses. Parce que depuis la nuit des temps, on s'écoute, on échange, on interagit et on fait des choses ensemble. Et quelque part, c'est pas très loin de la définition de partage. Et pour le coup, je pense que vous citiez la formation. Je pense qu'aujourd'hui, si on vient d'un monde où la formation était didactique, etc., elle devient beaucoup plus participative aujourd'hui, voire aujourd'hui, les meilleures formations qui soient dans la maison, c'est des formations qui sont des formations d'auto-formation. C'est-à-dire qu'un petit groupe d'individus s'auto-forment ensemble et partagent leurs expériences. Et du coup, le groupe atteint progresse en matière de formation. Et voilà un petit exemple. Mais en fait, partout, effectivement, il y a des évolutions qui sont en fait d'emblée prises avec une notion de beaucoup plus de partage, de beaucoup plus d'échange, de beaucoup plus de partage de richesse des autres, quoi. Au profit de chacun et au profit du groupe. Bien sûr que les lieux sont extraordinairement influents sur le comportement des gens. Extraordinairement influents sur le comportement des gens. Et que clairement, si je mets une table de cette façon-là plutôt que de cette façon-là, voire même à cette hauteur-là, une chaise plutôt qu'à cette hauteur-là, ça influe sur ce qui se passe entre deux êtres, entre un groupe, dans une réunion, etc. Et sur les réseaux sociaux, parce qu'on parle beaucoup de la fin du mail qui est trop intrusif parce que le mail, on ne maîtrise pas. Et on évoque même l'entreprise zéro mail grâce à des réseaux sociaux d'entreprise dont vous parlez. Alors, est-ce que ça peut être certains disent que ça va être une révolution, y compris d'ailleurs dans les comportements, dans la façon dont les gens travaillent ensemble. Oui. Alors, oui, inévitablement, c'est un tuyau de partage. Moi, je l'appelle comme ça. Mais en fait, dans ce monde où on partage de plus en plus, et notamment de façon virtuelle, je trouve que des fois aussi... on partage en superficie et qu'on ne partage pas en vrai. Et ne serait-ce qu'à voir aujourd'hui le comportement de chacun sur les réseaux sociaux, je pense qu'on partage des choses qui font plaisir à donner une image de soi.
C'est égoïste. Voilà. Et simplement, enfin, par ailleurs, j'accompagne aussi une initiative qui s'appelle Peuplade, et notamment très présente à Paris. Et je me suis aperçu qu'en fait, qui est un réseau social, donc, et qui est destiné à faire que les voisins d'un même quartier entre eux puissent faire des vraies choses dans la vraie vie. Eh bien là, c'est fantastique parce que, du coup, oui, il y a le virtuel, mais le virtuel n'est qu'un prétexte à se donner rendez-vous après en vrai pour réellement faire des vraies choses, et des vraies choses qui ont un sens. Frère Samuel, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, avant de prendre une autre question. C'est sûr que le partage superficiel, enfin, c'est ce qui caractérise notre monde. C'est un avantage qu'il multiplie le partage et l'échange. Le risque, c'est de se dissoudre dedans. Vous voyez, on parle par exemple beaucoup d'intelligence collective. C'est très mignon, mais ça peut simplement être aussi de la bêtise collective, parce que de toute façon, on ne circule que de l'information et absolument pas d'appropriation de l'information en termes de connaissances personnelles. Donc on arrive finalement, un peu comme des fourmis, à finir par faire des choses ensemble qui fonctionnent. Le problème, c'est où je suis là-dedans. Voilà. Et je pense que le problème, c'est de descendre dans la profondeur du partage. Pour moi, ça se joue sur la question de la confiance. La confiance, ça se construit difficilement, parce que ça réclame d'intégrer ce dont je me méfie chez l'autre et ce dont il se méfie chez moi. C'est ça la confiance, ça ne se donne pas comme ça la confiance. Et que du coup, la confiance, c'est un partage de soi. Et là, j'allais dire, ça craint un peu quand même, parce que ça veut dire que je commence à partager le territoire de mon existence. J'accepte que l'autre, il rentre dans le territoire de mon existence, et même qu'il m'en sorte un peu d'ailleurs aussi de mon territoire. Et je vois bien qu'on est allé trop loin. Dans quel sens? Dans le sens du partage de soi, c'est-à-dire problème de la protection de la vie privée. Non, parce que, alors, on est allé très loin dans l'intrusion dans la vie d'autrui, ça c'est clair. Mais dans le partage de soi, on est loin d'aller trop loin. Au contraire, on a régressé. Je pense qu'une société traditionnelle, parce qu'elle obligeait à la solidarité par survie, il faut être clair, hein, obligeait à un minimum de partage de soi, ne serait-ce que pour s'organiser dans la solidarité collective. Aujourd'hui, sous un certain rapport, rien ne m'oblige au partage de moi-même, et en même temps, la solitude me fait crever de ne pas le vivre. Donc la grande question, c'est comment, au cœur de l'entreprise, on utilise beaucoup de temps, on est beaucoup en contact avec d'autres personnes, comment permettre que, et là aussi je suis tout à fait d'accord, hein, le corps, le rapport à l'espace, le rapport au temps, le rapport aux personnes joue énormément, pour qu'on passe d'un partage superficiel, que je ne critiquerai pas pourvu qu'il ne soit pas le seul, pour descendre par moment à un partage de soi. Et je pense qu'aujourd'hui, le grand enjeu dans l'entreprise et à l'extérieur, c'est que le tissu social, il est en état de fracture, de fractionnement des unités que sont les individus, parce que précisément ce qui fait la communion collective, c'est le partage de soi, c'est la confiance en autrui. Et c'est une vraie question. C'est une question qu'ont beaucoup de jeunes, c'est peut-on vraiment faire confiance à quelqu'un? C'est-à-dire Charles-Henri. On peut vouloir aller plus loin, mais le monde a quand même absolument radicalement changé. Moi, je suis rentré dans l'entreprise qui était un monde totalement hiérarchique. Totalement hiérarchique. Bon. Pourquoi est-ce qu'il était hiérarchique? Parce que le centre pouvait avoir toutes les données pour prendre les décisions. D'accord? Vous étiez dans une économie plus ou moins fermée, vous pouviez décider de l'augmentation des prix qui était décidée de manière administrative, les frontières n'étaient pas encore tout à fait ouvertes, bon. Et vous aviez des gens qui décidaient. Bon. Et moi, j'ai fait une école d'administration dans laquelle on vous posait des questions extrêmement complexes, mais toutes les données étaient là, et du moment que votre cerveau était capable de tourner assez vite, vous saviez que vous aviez la réponse. Mais le monde a complètement changé. Moi, je travaille dans une immense entreprise bancaire qui est dans 160 pays dans le monde. Quel est notre problème? Notre problème est de nous dire que si vous prenez les 150 000 collaborateurs de cette banque dans le monde, ils détiennent toutes les informations nécessaires pour développer leur activité de manière intelligente. Il y en a un qui sait quelle pourrait être la croissance à Hong Kong dans les 6 mois qui viennent. Il y en a un autre qui sait qu'il se passe des choses sur le plan politique ailleurs. Il y en a un autre qui sait que les... Bon. Et tout le problème de ces grandes entreprises, c'est de se mettre en réseau pour pouvoir réunir cette information. Est-elle superficielle? Est-elle profonde? Bon, ça, c'est une question. C'est de l'information relativement immédiate, etc. Et ça crée un énorme niveau d'interdépendance. Prendre des décisions tout seul devient très difficile. D'ailleurs, on l'a suffisamment reproché aux banquiers en disant « mais moi, je ne connais pas la technique de value at risk qui permet de savoir si on a pris trop de risques ou pas. Le patron ne savait même pas. C'est un jeune technicien trader. » Ça fait partie de ce même problème. Donc, ça crée d'énormes problèmes, mais ça crée un sens du partage qui est absolument énorme. Moi, comme je le dis souvent, dans mon entreprise, le grand chef à New York peut prendre une décision tout seul, personne ne va l'empêcher de le faire, mais comment est-ce qu'il va le faire?
avec quoi. Et sinon, de toute façon, c'est une collectivité de gens qui prend des décisions. Donc, et ça, je crois que c'est quand même un changement immense dans lequel tout le monde compte sur tout le monde et les gens sont de moins en moins des pions. Et ça, je crois que c'est quand même un élément positif de l'évolution. C'est même peut-être là aussi, avec l'économie sociale et solidaire, un des autres éléments qui sauvera le capitalisme. C'est une nouvelle richesse qui est en train d'apparaître. Je crois qu'il y avait une question. Bonjour, donc Francisco de l'ISEG. Je voudrais revenir sur la question de l'entrepreneuriat. Donc, on parlait tout à l'heure de partager à l'intérieur de l'entreprise, mais moi je voudrais parler de comment on partage les entreprises avec d'autres entreprises. Donc, je suis jeune entrepreneur, j'ai des difficultés pour me financer, j'ai des déficits de compétences. Dans la salle, hein. Voilà, c'est bien. Vous allez le voir à la fin. Voilà. Donc, bien évidemment, ce manque freine mon activité et je me pose la question, quels moyens on pourrait mettre en place pour que des entreprises jouent un peu le grand frère, désintéressé, pour aider d'autres petites entreprises. Et si effectivement, il faudrait un peu poser la carotte et dire, bon, bah, il y aurait des avantages fiscaux pour les entreprises, les grandes entreprises qui aideraient les petites entreprises à entreprendre. Allez-y, Raphaël. Oui. Bon, plusieurs réponses à cette question. D'abord, il existe plein de choses en France. Et il existe notamment une chose à laquelle Altavia est partie prenante, qui s'appelle le réseau Entreprendre, absolument, qui est dans toutes les régions de France présent. Quelque chose initié par des gens du Nord, et notamment, entre autres, pas que, la famille Mullier, mais qui est incroyablement efficace, et incroyablement efficace auprès justement des jeunes entrepreneurs, de ceux qui veulent créer une société, qui créent des richesses en créant des emplois, etc., etc. Donc ça existe. La deuxième chose, c'est qu'il existe dans certaines entreprises, Altavia en fait partie aussi, tout simplement d'avoir une petite pépinière d'entrepreneurs qui sont plus ou moins éloignés des métiers d'Altavia, dont on se dit, tiens, ça pourrait peut-être faire sens un jour quand on lit nos sorts un peu plus, de façon un peu plus serrée. Moi, sur l'entrepreneuriat, il y a quand même un petit constat dont je voudrais vous faire part. En fait, si je regarde, alors moi je crois que je fais partie un peu des derniers des Mohicans, c'est-à-dire le garçon qui a créé son entreprise à 23-24 ans, qui est encore et qui se dit pas demain je vais la vendre. Je prends mes profits. Non. Et puis avec ce qui a failli passer comme loi, où j'avais compris qu'il n'y avait pas d'antériorité, etc., et où on disait qu'il fallait attendre 12 ans, je me disais, tiens, enfin la loi répond à la question, dans 12 ans je décrocherai, peut-être. Mais non. Donc revenir en arrière sur ce point. Donc je ne me pose pas la question. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je l'ai créé, en fait, ma première motivation était avant tout de créer une entreprise, au sens de l'entreprise. Et quand je vois aujourd'hui bon nombre de jeunes créateurs, de jeunes entrepreneurs, de jeunes start-upers, la motivation, c'est de faire de l'argent. Et c'est quand même une grande différence. Alors je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais j'en vois beaucoup. Et dans le lot, je me dis qu'en tout cas ceux qui viennent à moi, c'est pour beaucoup des gens dont la motivation est avant tout l'argent. Et là je me dis, il y a un truc qui n'est pas bien. Donc vous n'êtes pas un pigeon. Vous n'avez pas signé l'appel. Non, attendez, ce qu'a dit Charles-Henri, c'est très vrai tout à l'heure, quand on vous a dit depuis des années, le jour où vous vendez votre actif patrimonial, entrepreneurial, ça fait 20%, et que demain ça fera 60%, vous vous dites, il y a un truc quand même. Hein, bon, quand même. Oui. Est-ce que... Donc on a répondu, je pense. Et puis surtout par rapport aux autres pays. Surtout par rapport, voilà. Et là, il y a un truc dans un monde ouvert, c'est compliqué. Au sens de l'équité, on peut partir. Au sens de l'équité qui va pas, quoi. Alors, par rapport à ce que dit aussi Pierre Samuel, bien sûr qu'il y a une histoire de curseur. Je pense que Bill Gates s'est donné son propre curseur, puisqu'il donne toute sa fortune aujourd'hui à l'humanitaire. Et avec lui, je crois, 75 milliardaires, principalement aux États-Unis aujourd'hui. Oui. Charles-Henri. Petit, gros, mais quand même, ça représente 80% de la fortune. Mais ça, c'est plus dans la culture américaine que dans la culture européenne, ou française en tout cas, ou la culture protestante que dans la culture catholique. Ce côté-là. Oui, non, mais prenez le micro. C'est pas pour critiquer, mais... Non, c'est parce que dans la culture protestante, on considère que c'est un pur cadeau. Le catholicisme a tendance, dans ses déviances, à considérer que c'est un peu mérité. Voilà.
Donc, d'une certaine manière, il a un droit, donc il est un peu plus propriétaire. Le protestant estime que, précisément, ça lui a été donné sans aucun mérite de sa part. Et donc, c'est évident que ça lui a été donné pour qu'il leur donne. On a dû lire souvent Max Weber dans cette salle, donc on va invoquer son esprit et laisser la parole à Charles-Henri qui voulait réagir. Avant simplement, je pense que la question du rapport entre les grandes entreprises et de leur rôle dans le développement des PME est absolument énorme. Je trouve que vouloir dire les grandes entreprises, il faut faire des petites entreprises et les grandes entreprises ont plutôt tendance à faire du mal, comme on l'a plutôt entendu ces derniers temps, je pense que c'est une immense erreur. Les grandes entreprises françaises sont en moyenne extraordinairement performantes et plus performantes que le territoire national en moyenne, je dirais. Bon. Et donc, il faut tisser avec les grandes entreprises une sorte de réseau de droits et de devoirs. Les grandes entreprises ont beaucoup de sous-traitants, elles sont prêtes à, au fond, participer, appelons-le ce partage, puisqu'on est là, à ce partage d'expérience, à aider. Tu as dit que toi-même, tu faisais de l'essaimage. C'est très important, et c'est très important de mettre ça aussi entre les mains avec l'expérience de gens qui ont investi, qui ont fait des choses et qui peuvent comprendre ce qui marche et qui sont aussi assez rationnels dans leur approche tout en étant partageux dans leur expérience. Et ça, il faut absolument revenir à ça. Moi, je rêve d'un espèce de grand club où il y ait les grands entrepreneurs et les créateurs qui fassent des choses ensemble. Et dans la question de monsieur, il y avait aussi l'idée, est-ce qu'il ne faut pas inciter plus les grandes entreprises, les encourager encore plus, voire leur donner un cadeau fiscal en échange. La meilleure incitation qu'on puisse donner à des gens, c'est de les respecter à peu près convenablement. Hein, c'est de leur dire, écoutez, vous êtes là, vous avez un devoir, quelque part, vous avez un devoir de faire votre métier et d'aider d'autres à développer des métiers comme les vôtres. Et moi, je pars pas encore une fois, je pars pas du quantitatif. Pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois, pour faire des choses ensemble dans une communauté, qu'il y ait une incitation fiscale ? Il faut qu'il y ait une éducation, il faut qu'il y ait une expérience, il faut qu'il y ait un esprit qui naisse. Et ça vient de là-haut, si j'ose dire. Les politiques ont aussi à donner des valeurs d'exemple en disant... Mais d'accord, mais soyons pas angéliques. Il y a quand même, mais je dis pas qu'il y aura pas quelques entreprises. Il y a quand même je termine. Il y a quelques entreprises qui ont parfois un instinct de prédateur, qui ne veulent pas voir naître un concurrent. Mais donc c'est pas non plus. On n'est pas chez les bisounours. Il faut sanctionner les prédateurs. Non, mais il est évident que notre société doit être à peu près contrôlée, que les gens honnêtes doivent être respectés, que les gens malhonnêtes ne doivent pas l'être, que les prédateurs doivent être contrôlés. Tout ça est absolument vrai, bien entendu. Il y a toujours des méchants et des gentils partout. Bon, et ça, c'est pas forcément inné d'ailleurs. Mais et donc, je crois simplement que tout en ayant une règle sociale, un état de droit qui fonctionne, et qui sanctionne la mauvaise action, avoir aussi un élément positif qui permet de dire il faut que la reconnaissance sociale dans ce pays et ailleurs, d'ailleurs, ne soit pas uniquement une reconnaissance par l'argent. Il faut qu'enfin, on puisse redire j'ai eu ma médaille parce que j'ai aidé les autres. Et ça, c'est pas monétaire, c'est autre chose. Il faut que les gens aient envie d'être reconnus pour quelque chose qu'ils font et qui n'a pas forcément une traduction monétaire. Vous vouliez réagir? Oui, moi je suis un éternel optimiste. Hein. Je pense qu'on n'a pas besoin de sanctions. Je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce que se poser cette question, qui aujourd'hui, dans les jeunes qui sortent des écoles, des universités ou d'une formation, a envie d'aller travailler chez un prédateur? De moins en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes recherchent un sens. Pour l'État, 70% veulent être fonctionnaires, il paraît, mais ça a peut-être changé. Non, oui, je ne pensais pas à la fonction publique. Non, je pensais aux entreprises. C'est-à-dire qu'effectivement, on épouse une entreprise aujourd'hui où on est sensible à son projet d'entreprise, au sens à l'action, au sens humain à l'action derrière. Et ça, pour moi, je suis sûr que ça va devenir de plus en plus prégnant. Et comme ça va devenir de plus en plus prégnant, eh bien du coup, ça va s'auto-réguler, quoi. Et que cette notion de partage va être à la base de cette force nouvelle. Moi, je suis à moitié d'accord, parce que je pense qu'il y a un grand problème, c'est que l'Occident est de plus en plus illégitime, et donc le doute, même sur la valeur de la générosité, du partage, plane. Encore une fois, on vient d'un endroit qui était le centre du monde, qui était certain de lui-même, et qui pensait que du haut de sa puissance, il pouvait être généreux avec les pauvres. Ce qui est, à mon avis, une caricature monstrueuse du christianisme, et on a fini, y compris avec l'aide du christianisme parfois, à en arriver là. Aujourd'hui, on est décentré, on risque de devenir ceux qui vont devoir mendier aux autres, et il s'avère que notre manière de faire de la bienfaisance du haut de notre ego
a engendré un monde qui ne ressemble pas du tout à ceux que nous avons rêvé, parce qu'on est dans un monde hyper violent, dérégulé, incontrôlable et imprévisible, et sans doute de manière durable. Et donc je pense que la jeune génération perçoit cette illégitimité. J'entends la réalité, je ne nie pas la réalité. Donc il y a une remise en cause culturelle fondamentale là-dessus. Et donc le problème, c'est comment convaincre, qu'est-ce qui va me montrer dans l'expérience que ça vaut le coup de faire confiance ? À qui je peux faire confiance ? Avec qui je peux prendre le risque de partage ? Pour ça, pour moi, le partage, ça se joue autour de la co-responsabilité effective. La co-responsabilité, c'est celle dans laquelle je lie mon destin à celui d'autrui. Ce n'est pas du partage du risque avec reporting et vous voyez, et comment dire ça, et les plombs qui sautent à l'étage d'en dessous pour que moi je sois protégé. Voilà. Parce que c'est l'inverse, la subsidiarité, c'est que quand il y a un type qui foire en bas, c'est le type d'en haut qui saute. Voilà. Et donc là, il y a des vrais problèmes. Et je trouve que la question aujourd'hui, elle est, et l'entreprise est un magnifique lieu de combat, c'est qu'est-ce qui va rendre désirable le partage ? Et je pense qu'il faut le vivre. Le partage à Verdun, c'est plus difficile que le partage à la fête de l'UMA, dans la période où le Parti communiste avait un fort pourcentage. Voilà. Et aujourd'hui, on est plutôt dans l'ambiance un petit peu Verdun. Et donc, voilà, Noël de 1914, où ils sont sortis des tranchées, ils ont fait un pari là, que tout d'un coup, ils allaient pouvoir peut-être faire autre chose que de se mettre sur la figure. Je pense que de personne à personne, dans l'entreprise, le combat, il est là. Dans les grandes entreprises, il y a des endroits, c'est de la dévastation de la relation humaine. Mais les chiffres et l'affichage et tout ce que vous voudrez fonctionnent super bien. Moi, je connais des entreprises où c'est le malheur humain. C'est-à-dire que le taux de mal-être, alors il n'est pas affiché, il n'est pas trop chiffré parce que ça ferait... Voilà, il est très réel pour des raisons qui sont culturelles, parce qu'on ne peut plus s'appuyer sur cette espèce de représentation simpliste, laïco-judéo-chrétienne, qui est sois gentil avec les autres, ça te sera rendu, et sois généreux et partage, surtout si tu as de la richesse, et d'abord commence par en avoir, comme ça tu pourras partager. Le problème, c'est comment partager dans la fragilité. Comment partager la fragilité ? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe en situation de crise. C'est Apollo 13. C'est-à-dire comment, dans un endroit où tout le monde est menacé, tout d'un coup, il se crée des choses qui ne se sont pas créées quand les uns avaient les manettes et pas les autres. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, à l'échelle planétaire, on va tout doucement vers ça. Vers la nécessité de nouveau de passer d'un partage sur la base de mon ego sécurisé au partage à l'intérieur de la fragilité partagée. Et je pense que ça, c'est ce qui est le plus intéressant. Bravo. C'était pas un sermon, mais ça vaut la peine de passer à la télé. Une autre question. Allez-y, on va vous passer un micro. Et dans le public, sachez que les étudiants ne sont pas seuls. On va commencer à prendre, juste après celle-là, des questions dans le public. Karine, l'Université Versailles-Saint-Quentin. Moi, je voulais revenir à l'entreprise et demander à Monsieur Palti comment il voyait l'évolution de l'intégration des parties prenantes au sein même des entreprises et justement par là même que les salariés puissent être acteurs avec les parties prenantes d'un certain partage. Allez-y. Stakeholder, comme on dit. Oui. Non, j'ai bien compris la question. Mais pardon, non, je vais bien traduire en anglais parce que shareholder, c'est marrant comment. Oui. Il y a un truc, c'est vrai que j'ai du mal à répondre à cette question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que chez nous, j'ai l'impression que les parties prenantes, comme vous dites, sont bien intégrées et à toutes les strates de la vie de l'entreprise. Y compris même de façon non formelle. C'est-à-dire que nous, on est très vigilants, par exemple, à ce que d'aucuns appellent le radio-trottoir ou la communication de couloir ou la communication de café, etc. Et où il se passe des choses formidables, d'échange, de partage aussi. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression d'être, moi, pour ce qui me concerne, dans une entreprise ou de faire partie d'une entreprise où les parties prenantes, notamment les salariés, du reste qu'on n'appelle pas les salariés chez nous, on appelle ça les collaborateurs, font partie prenante de l'entreprise et du corps social de l'entreprise et de ses décisions et de ses évolutions. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, un petit détail, il y a une grande évolution sur notre implantation ici à Paris et qui est localisée à Saint-Ouen. Aujourd'hui, ce sont les collaborateurs de Saint-Ouen qui redéfinissent précisément leur endroit de travail, mais complètement, quoi. Alors, il y a une question là-haut.
Merci. Oui, je voulais réagir par rapport au Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, pardon, Alexandre, ingénieur en aérospatial. Je voulais réagir par rapport au discours qu'avaient eu Raphaël et Charles-Henri sur le fait que vous dénoncez le fait que les créateurs d'entreprises jeunes aujourd'hui cherchent essentiellement à faire de l'argent, que le plus important, ce n'est pas la valeur ou la quantité. C'était pas une généralité. Hein. Non, mais vous inquiétez pas, je vais voir où je veux en venir. Hein. Et qu'il y avait des comportements prédateurs, qu'il fallait aller contre ces comportements-là. Et en même temps, vous êtes opposé de façon véhémente à une mesure du gouvernement qui allait justement contre cette logique de faire de l'argent au maximum et qui était celle de taxer la cessation d'entreprise à 60% au lieu de 20%. Donc est-ce qu'il n'y a pas une incohérence là dans votre discours qui est de dire d'un côté, il faut aller contre le profit pur, contre l'argent pur, et en même temps de s'opposer contre une taxation un peu plus élevée sur les entreprises, et surtout à la cessation d'entreprise. La cession, oui, effectivement. Alors, peut-être vous et Charles-Henri. Charles-Henri, tu veux? Charles-Henri. Mon avantage, c'est que j'ai pas dit que les entrepreneurs, que les jeunes créent des entreprises pour gagner de l'argent. Donc, moi, je pense que c'est toujours un mélange de choses. On veut faire son entreprise. Je pense que d'abord, on veut être libre. Sinon, et on a le sentiment qu'on peut prendre le risque de créer une entreprise, parce que sinon, 70% des gens ou 80% des gens voudraient créer leur entreprise. Alors maintenant, il y a plus de jeunes qui veulent aller directement à l'entreprise, parce que l'univers de l'entreprise grande est déstabilisé lui-même. Donc on se dit finalement, je vais rentrer dans un univers relativement bureaucratique, qui ne sera pas stable, dans lequel je peux quand même me faire virer, etc. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire moi-même? Et puis en plus, il y a des opportunités qui sont liées au net, etc. Bon. Qu'il y ait des excès, il y a toujours des excès, que les gens soient plus ou moins des gens qui veulent gagner de l'argent. Moi, de toute façon, je ne suis pas du tout gêné par les gens qui veulent gagner de l'argent. Je veux dire, il suffit de les contrôler socialement, il suffit de s'assurer encore une fois qu'ils font quelque chose qui est utile à la société, et s'ils le font, moi je veux dire, je reproche absolument pas M. Bill Gates d'avoir gagné de l'argent, il a fait quand même un truc absolument formidable, et même s'il n'avait pas tout donné ensuite, je le trouverais quand même très bien. Bon, donc ça, moi, je n'ai aucune gêne par rapport à ça. Bon, ensuite, je suis entièrement d'accord sur le raisonnement sur les pigeons. Je pense qu'il y a un moment où le bon sens s'impose. Moi, j'ai été pour l'augmentation des impôts parce que je pense que les financiers n'ont pas payé assez d'impôts. Je pense qu'il y a eu un désarmement fiscal quand même assez fort dans une période où les inégalités s'accroissaient, et qu'il fallait faire quelque chose et qu'il fallait donner un signe. Mais il faut donner des signes qui permettent quand même à la société de vivre et de ne pas s'antagoniser. Parce que nous sommes quand même une collectivité. Une démocratie, c'est quelque chose où les élites et les autres classes, parce qu'il y a toujours des élites, il y a toujours des gens qui dirigent, ça ne veut pas dire qu'ils méritent d'être des élites, hein, mais il doit toujours y avoir quelque chose qui fonctionne verticalement à l'intérieur de la société. Si on commence à casser ce système-là, personne ne s'en tire. Voilà. Sauf d'ailleurs les élites qui sont globalisées, qui s'en foutent et qui font, comme on dit, sécession. Donc je crois qu'il faut quand même avoir un sens de la mesure et un sens de la réalité quand on fait des choses. Oui, très vite. Je pense que le propre d'un entrepreneur, c'est précisément de créer des richesses. Et dans la définition que Charles-Henri en donnait tout à l'heure, c'est-à-dire richesse au sens plein et entier du terme. Richesse ne voulant pas dire que argent. Richesse voulant dire emploi, richesse voulant dire progrès, richesse voulant dire développement humain, personnel à l'intérieur du corps social de l'entreprise, etc. Donc cette notion de création de richesse, c'est vrai que c'est pour moi la raison d'être d'un entrepreneur. Et que maintenant, il y ait derrière la possibilité de non seulement créer aussi de la richesse argent et d'en profiter au moment d'une cession, ça me semble assez légitime et assez équitable. Alors maintenant, les proportions de curseur, on ne va pas refaire la discussion de tout à l'heure, c'est toute une histoire de proportions et de curseur. Et Père Samuel a dit au-delà de je ne sais plus. Le retour d'1 million sur 1, je dis, il ne faut pas exagérer. Quoi. Ça ne doit pas arriver très souvent, hein, quand même. Bill Gates, c'est à peu près ça, non? Alors, est-ce qu'il y a encore une question dans la salle, avant les étudiants qui réfléchissent à leurs questions? Madame, oui, là-haut. Oui, plus qu'une question, c'est un retour d'expérience que je voudrais vous faire pour avoir votre réaction. Donc Caroline, je m'occupe d'innovation dans une entreprise qui est dans le secteur du développement durable. Et pendant 5 ans, j'ai développé mon entreprise dans le même secteur.
vous avez parlé de la responsabilité sociale de l'entreprise, des conditions de travail, vous avez beaucoup parlé de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Il me semble que le partage, c'est aussi mettre un engagement pour l'entreprise au cœur de sa vision, au cœur de sa mission, c'est-à-dire qu'est-ce que l'entreprise va faire pour aider la société à passer dans le monde d'après, compte tenu du contexte dans lequel nous évoluons. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ça. Et peut-être juste pour terminer, il y a une personne qui l'a compris il y a longtemps, qui est le patron d'une grande enseigne de distribution, même si on peut se poser des questions sur la sincérité, mais c'est ce type d'engagement dont je veux parler en fait. À qui vous pensez? Pardon. Non, mais vous voyez très bien, enfin, Leclerc, tout simplement. Enfin, d'accord, je voulais être sûr. Oui, non, mais il n'y a pas de... Sans faire publicité, mais... Il n'y a pas de doute possible, mais l'engagement d'un chef d'entreprise pour faire évoluer la société dans le bon sens, voilà, au-delà du périmètre de son fonctionnement interne. Moi, je veux bien réagir parce que c'est très difficile, votre question. C'est ce qu'on souhaite. Mais d'abord, quel est le bon sens dans une société? C'est quoi le bon sens? Les faire bosser dans le bon sens. Ensuite, une entreprise, par exemple, elle peut faire évoluer une société par son produit et au contraire la faire régresser par son management. Il y a des entreprises qui créent des bons produits avec un management catastrophique. Une entreprise peut créer un produit qui ne fait rien avancer du tout, mais avec un super management interne. Donc vous avez différents niveaux. Vous avez l'état d'épanouissement humain profond des personnes qui la constituent. Ensuite, vous avez le rayonnement sur les parties prenantes. Ensuite, vous avez le produit. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vrai que l'innovation, à tous les niveaux, l'innovation est un vecteur de partage dynamique qui est extrêmement intéressant. Et c'est rare, il arrive que l'innovation soit monstrueuse. Je ne suis pas sûr que... c'était les doutes d'Oppenheimer après avoir contribué à fabriquer la bombe nucléaire. Mais, donc il y a des innovations qui s'avèrent finalement, par leur usage, des innovations, on peut innover dans le mal, si vous voulez. Mais en gros, globalement, l'innovation va plutôt dans le sens de quelque chose qui fait progresser, qu'elle soit du côté des relations, qu'elle soit du côté du management, qu'elle soit du côté... Si on prend innovation aussi, sans la prétention d'inventer un truc complètement neuf. Juste reprendre une vieille idée de manière un peu renouvelée fondamentalement, quoi. Charles-Henri? Moi, je pense qu'il est très difficile de manière systématique de pouvoir compter sur les chefs d'entreprise pour avoir un raisonnement de société sur la manière de conduire l'entreprise. Je crois que chacun joue son rôle dans la société et que le chef d'entreprise peut faire ça, peut y penser, mais il ne faut pas compter là-dessus, au fond, pour faire avancer la société dans la bonne direction. Ce sur quoi il faut compter, c'est sur des mécanismes économiques, une société qui incite, là, du coup, par son fonctionnement, à aller faire de l'innovation dans des domaines où il y a du vrai besoin. Bon. Quand M. Bolloré dépense quand même 350 millions par an pour faire cette batterie, cette Autolib et ces batteries fixes qui permettront de gérer le solaire, il réfléchit à la fois à son intérêt, mais il prend un risque absolument considérable, qui est de savoir si la batterie, dans la technologie qu'il a définie, va être la batterie gagnante. Et en tout cas, il fait un investissement de très long terme. Bon. Donc là, on a quelqu'un qui dit, attendez, si ça marche, ça va être un truc absolument fantastique sur le plan de la profitabilité. Si ça ne marche pas, j'aurais perdu, et qui travaille sur quelque chose qui est nécessaire à la société. Bon, alors, ça vient de quoi? Ça vient de l'évolution des prix relatifs de l'énergie, de la rareté, donc aussi d'une économie de marché qui fonctionne et qui donne des signaux qui font que le chef d'entreprise va vouloir faire des bonnes choses. Donc l'important, c'est d'avoir un système économique et financier dont la régulation permette d'envoyer des bons signaux. Pourquoi est-ce qu'on essaye maintenant, à très juste titre, de renforcer la régulation financière? C'est simplement parce que les signaux donnés aux banquiers étaient des mauvais signaux. Et donc, on s'est saisi de mauvais signaux en disant « Tiens, on peut gagner beaucoup d'argent en faisant ça. » Malheureusement, ce truc-là ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, l'important à chaque instant, c'est pour le monde politique et social de se dire est-ce que le système dans lequel on vit donne les signaux adéquats à l'économie pour qu'elle se dirige dans la bonne direction? Vous anticipez une question qui n'a pas été posée, ça m'étonne beaucoup. C'est ma faute, je ne l'ai pas encore posée, mais je pensais qu'elle viendrait déjà de la salle. Le rôle de l'État dans la réconciliation de l'esprit de l'entreprise, l'esprit de partage, il est simplement dans la régulation ou est-ce qu'il doit être beaucoup plus dans la contrainte? Normalement,
le politique, il se charge précisément d'avoir, normalement, je ne parle pas de l'État, parce que l'État en France, il y a 1000 formes d'État, mais disons que le politique, voilà, les responsables politiques, quel que soit le niveau auquel ils se situent aussi à l'échelle locale, leur boulot, c'est de relier, je suis tout à fait d'accord, l'économique avec le bien commun. Le bien commun, c'est le partage. L'intelligence du partage, ce n'est pas dans l'économique qui se joue d'abord. Il doit se jouer aujourd'hui jusque-là parce que l'économique a pris aujourd'hui un pouvoir, qui est un pouvoir démesuré d'ailleurs par rapport aux politiques, et qui pose des énormes problèmes à l'échelle planétaire. Mais pour moi, c'est au niveau du politique qu'on développe une certaine culture du partage, une certaine intelligence du partage. Et donc l'État doit corriger les lieux de redistribution, enfin doit permettre une redistribution minimum pour réduire les inégalités là où elles sont flagrantes et destructrices du tissu social. Mais pour moi, il doit d'abord favoriser, c'est d'abord dans la promotion, il doit favoriser tout ce qui encourage le partage, y compris l'entreprise, là où sa RSE, sa responsabilité sociale, bénéficie politiquement, c'est-à-dire du point de vue de la qualité de vie, à l'endroit où elle est. Raphaël Palti. Oui, tout à fait d'accord. Je pense qu'au même titre que tout à l'heure, on parlait de l'entreprise qui devait créer les conditions du partage, allant jusqu'à ses locaux ou des choses comme ça, de la même façon, à l'État aussi, de créer les conditions du partage pour les entreprises et pour les entreprises dans leurs échanges avec leurs parties prenantes. Et je suis tout à fait d'accord qu'on a peu abordé, mais c'est peut-être un peu normal, on a peu abordé les relations de l'entreprise avec le monde extérieur et on a été beaucoup centré sur l'intérieur de l'entreprise. Maintenant, il y a une chose qui peut excuser ça, c'est que moi aussi, je suis absolument convaincu que et surtout quand on parle de partage, lorsqu'on partage à l'intérieur, on partage à l'extérieur, tout simplement. Et encore plus fortement dans une entreprise comme la nôtre, qui est une entreprise de service, quand on est service à l'intérieur, on est par définition service vis-à-vis de son client, et avec l'empathie qu'il faut, avec l'élan qu'il faut pour effectivement non pas être servile comme je le dis souvent, mais être au service de son client. Une petite chose d'ailleurs, j'en profite au passage. Moi un jour, une anecdote, j'avais été surpris de visiter aux États-Unis une entreprise justement de distribution et où je m'étonnais beaucoup de la qualité du personnel à l'intérieur des magasins qui était absolument au service et absolument dans le partage. Et puis, donc c'était il y a une vingtaine d'années, et comme le petit groupe de Français que nous étions, on a tous posé la question, mais monsieur, au patron de l'enseigne en question, vous devez avoir des budgets de formation colossaux pour effectivement faire en sorte que ces gens soient dans le partage, soient avenants vis-à-vis de leurs clients, soient dans le service, etc. Et lui de nous répondre, mon budget formation, c'est 0. Par contre, j'ai énormément de budget dans les recrutements. Et au niveau du recrutement, eh bien, mes gens, ils savent identifier la personne qui, grâce à son éducation, tout simplement, grâce à ce qu'il a eu comme cursus dans tout son processus éducatif, eh bien, il aime l'autre, il est vis-à-vis de l'autre, et il est dans le partage naturellement. Et alors, il disait que c'était là que ça commençait. Et que ce n'était pas son boulot à lui, mais c'est le boulot des parents ou le boulot de l'éducation autour. Et ça, je m'en souviens beaucoup, c'est pour dire tout simplement, et j'ai bien aimé Charles-Henri qui disait, je sais pas, moi je fais une petite différence entre partageur et partageux. Et tu as dit partageux, et partageux, il y a un petit côté généreux dedans, et ça me plaît bien, et je crois qu'on n'apprend pas à l'être, mais... enfin, ou plutôt, on peut l'apprendre à l'être, mais c'est très tôt dans l'existence de la personne. Y a-t-il une question là-haut? Alors, pardon, mais je vous donnerai la parole après, là-haut. Merci beaucoup. Donc, Chloé Roubac, je suis étudiante à l'ESSEC et j'aurais une question. On a beaucoup parlé de la création d'entreprises et je voulais savoir si créer une entreprise, c'était pas aussi une façon de s'isoler finalement par rapport aux autres entreprises qui existent, et si c'était pas donc aussi s'éloigner de la collaboration, donc s'éloigner du partage. Alors, est-ce que le créateur est seul? Au début, oui. Enfin, il cherche à avoir des clients quand même, a priori. Est-ce que... Créer, c'est partir d'une idée, et une idée, ça ne naît jamais collectivement. Donc là, vous avez raison. La phase de création, elle est solitaire. Le problème, c'est qu'après ça, elle peut être mise en œuvre avec énormément de gens,
Tout dépend la forme de l'idée. Et ça, voilà, mais il faut une double intelligence pour être capable, un, d'avoir une idée, et deux, de la mettre en œuvre à travers une collectivité humaine riche et différenciée. Oui, alors absolument. C'est un acte solitaire que de créer une entreprise. Alors un acte solitaire ou un acte d'un petit groupe d'individus. Oui, on peut y avoir des associés. Oui, absolument, absolument. 2, 3, mais jamais plus de 3 d'ailleurs, c'est bizarre. Pourquoi? Ben, je sais pas. 3, bah, c'est oui, comme dans... Et au-delà de 3, c'est souvent ça, Frère ça Samuel, casse. 3, au-delà de Voilà. 3, ça marche plus. 2 et 3, ça peut marcher. 12, c'était difficile. Oui, c'est sûr. Surtout qu'ils étaient 13, mais enfin bon, on va pas continuer là-dessus parce que... Bon, je pense qu'effectivement, c'est un acte solitaire ou à 2 ou à 3, et que derrière cet acte, il y a quand même très vite la prise de conscience que ça ne peut marcher que si on est dans le partage, et que si on est dans le partage interne de ce qu'on est en train de créer, a fortiori si on est 2 ou 3, et surtout vis-à-vis de l'externe. Et effectivement, comme quelqu'un l'a dit, il faut bien des premiers clients, il faut bien initier quelque chose pour créer ce corps social qui débute. Mais je ne pense pas qu'on s'isole. Je pense que simplement, à un moment de sa vie, l'entrepreneur, celui qui crée, a cet acte qui est peut-être solitaire, mais qui très vite n'est pas dans l'égoïsme, quoi. Alors, et qui est fondateur, voilà. Vous aviez une question, on va vous donner un micro. Je ne sais pas, monsieur à chemise bleue. J'en profite pour ajouter quelque chose. On a dit le partage des pouvoirs, etc. Je pense que effectivement tout ce qui est dit autour de la gouvernance, le partage des pouvoirs, les parties prenantes, etc. Je pense en même temps que tout ça, et c'est pas du tout incompatible de penser et de faire et de vivre dans un monde de partage à l'intérieur d'une entreprise, qu'il faut quand même un chef et qu'il faut quand même qu'il y ait des décisions qui, à un moment donné, soient prises par quelqu'un. Monsieur. Oui, bonjour. Eric, Allez-y. entrepreneur. Non, ma question, Entrepreneur, oui. Ma question, c'est savoir si on n'était pas face à un paradoxe, si on prend le cas de la France, qui consacre 56% de son PIB aux dépenses publiques. On est dans un pays qui partage beaucoup, en fait, qui est très solidaire. Et pourtant, le sentiment général, c'est que ça ne marche pas, qu'il y a beaucoup d'inégalités. Donc finalement, est-ce que chacun ne construit pas un petit peu une optimisation un petit peu individuelle avec sa morale personnelle, etc. Est-ce qu'à l'échelle d'un pays comme le nôtre, ou même à l'échelle plus grande, on ne manque pas d'un sens, d'un destin commun, finalement? Parce que si on prend le grand projet de la mondialisation, qu'on est un projet très unificateur, en fait, on se rend compte que c'est un projet qui est très paradoxal, enfin, qui crée aussi beaucoup de... Donc, à l'échelle de l'entreprise, on voit qu'on peut créer un destin commun et que les gens peuvent effectivement avoir une espèce être emmenés dans un projet collectif assez fort. Maintenant, quand on regarde à l'échelle d'une société ou même avec ses voisins, est-ce qu'on n'a pas un déficit très très fort de sentiment d'être emmené dans la même histoire? Enfin, voilà, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais oui. Moi, je suis complètement d'accord. Je dirais le problème de la modernité dans laquelle on est aujourd'hui, ou de la postmodernité, appelez-le comme vous voulez, c'est qu'elle est fondée sur le plan social sur 2 mythes, qui sont 2 erreurs. La première, c'est le mythe anglo-saxon, qui est de croire qu'effectivement la libre concurrence des intérêts individuels finit par avoir comme résultante le bien commun. C'est totalement faux. Je ne vois pas pourquoi la rivalité des individus finirait par faire plus de bien que le choix de l'empathie les uns envers les autres. Bon. Donc ce n'est pas vrai, le struggle for life ne génère pas de la communion. Et de l'autre côté, c'est le mythe plutôt rousseauiste, qui est au fond de croire qu'il faut qu'il y ait une volonté générale supérieure aux individus qui décident à leur place et qui est chargée de la répartition des biens. Voilà. Dans un cas, on crée de la rivalité qui est censée finalement permettre que les meilleurs soient généreux envers les moins bons, ce qui n'est pas vérifiable partout. Parce que vous parlez, j'ai rien contre Bill Gates, mais Bill Gates a quand même pas tout à fait développé la notion de partage dans la manière de gérer ses produits. Parce que je sache, c'est pas Linux, quoi, Microsoft, voilà. Donc voilà. Et donc je pense que ça c'est le premier problème, et qu'effectivement nous en France, on repose un peu trop facilement sur le mythe rousseauiste, qui est qu'au fond, je vais garder mon petit intérêt individuel, mais le calcul sur le prestataire général de service qui s'appelle l'État, par l'impôt, va me renvoyer le fait que mes petits égoïsmes personnels soient satisfaits par ces prestations. Et donc je suis tout à fait d'accord avec vous, ce qui manque fondamentalement, c'est des raisons et une expérience d'un destin commun. Un projet peut-être. Oui, et puis des raisons, parce qu'on n'est plus dans l'entreprise là. C'est-à-dire que, ou plus exactement, dans l'entreprise, il y a quelque chose de plus fondamental de l'entreprise. C'est pourquoi est-ce qu'on se gaverait les uns les autres? Enfin, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être ensemble? Pourquoi on choisit d'être ensemble?
quand on a eu la chance de le vivre de manière heureuse dans la famille et dans l'éducation qu'on a reçue, ou en tout cas on nous a formés comme ça, peut-être, mais il faut avoir des vraies raisons de choisir d'être ensemble et d'avoir une destinée commune. Je pense que c'est un choix qui est à refaire au niveau de la France, mais pour ça il faut avoir des raisons, et j'en vois pas, moi, personnellement, parce que je vois pas de raison commune. Et puis il faudrait le faire au niveau de l'Europe, avant qu'on soit capable de l'envisager à l'échelle de la planète. Et donc croire qu'à l'échelle de la planète, la mondialisation est un phénomène, pour le coup, vous voyez, de libéralisme économique qui va permettre d'équilibrer tout ça, c'est à mon avis tout à fait simpliste. Je sais pas et dire que la mondialisation est globalement positive, le globalement positif, on sait ce que ça a recouvert à l'époque où on l'utilisait. Et donc concrètement, je pense que ça c'est une énorme question. Quelles raisons avons-nous, à part de préserver la planète de la destruction écologique, quelles raisons avons-nous de choisir de nous faire du bien les uns aux autres avec du partage à perte? Parce que la vraie question c'est ça, à perte ou à retour sur investissement sur 3 générations. Voilà, on approche de la fin, Charles-Henri. Juste un mot pour marquer une légère ou forte nuance avec vous sur l'idée que le libéralisme est fondé sur l'idée d'une rivalité qui emporterait du bien collectif. Voilà, mais très franchement, nous sommes, et nous, si j'ose dire, nous devons être les héritiers des philosophes des Lumières. Et ce qui est important, c'est l'échange. Et l'échange a été transformé dans le néolibéralisme en rivalité et en concurrence. Et je crois que l'échange, ce que Montesquieu appelait le doux commerce, c'est ça qui fait le rapport entre les hommes aussi. Donc je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que ceci a dérivé en société de marché financier néolibérale ou ordolibérale qu'il faut oublier ce qu'ont été les vertus qui sont restées finalement au bout du compte assez théoriques de ce système de l'échange gratifiant et de l'échange qui crée au fond de l'empathie et de la richesse à la fois. Alors il y a une chose sur laquelle je suis entièrement d'accord, il y a des entreprises qui ont des projets et il y a des vrais enthousiasmes d'entreprise, et même dans les grandes entreprises. Moi je vois dans l'entreprise à laquelle je suis, je vois des gens qui, vous savez, Citigroup vient de perdre son CEO, son directeur général. Ça a quand même créé des réactions à l'intérieur de l'entreprise qui sont des réactions d'une famille, d'une collectivité qui se dit qu'est-ce qui va se passer et qui ne pense pas qu'à son sort à soi, qui est dans un projet, est-ce que ce projet va changer, qu'est-ce qu'on fait ensemble, etc. Bon. Et je crois que les rapports à l'intérieur de l'entreprise sont des rapports qui sont très 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 au-delà des rapports monétaires. Et quand les gens disent je risque de perdre un salarié parce que la compétition est prête à le payer beaucoup plus cher, en réalité, à un certain degré, les gens sont intéressés par l'argent, mais ils sont aussi très intéressés, et à mon avis dans beaucoup de cas plus intéressés, par cette culture d'entreprise, ce projet commun, etc. Bon. Et c'est vrai qu'à l'échelon national, il n'y a plus de projet. C'est-à-dire que c'est simple, nous n'arrivons plus à croire ce que nous disent les hommes politiques, parce que les hommes politiques sont obligés de faire semblant, car ils n'ont pas les manettes. Et le grand drame, c'est qu'un chef d'entreprise, il va réussir ou il va échouer, mais il a les manettes. Eh bien, très franchement, le gouvernement français, il dit on va faire ça, et puis ensuite il aperçoit qu'il va faire le contraire. Et pourquoi est-ce qu'il va faire le contraire? Parce que le périmètre national ne correspond plus au périmètre économique, et c'est pour ça que moi, j'estime, n'est-ce pas, que le seul périmètre dans lequel on peut retrouver une véritable souveraineté et un projet, c'est le périmètre européen. Merci Charles-Henri, on fera le débat qui a les manettes l'année prochaine très certainement, et vous revenez. C'est la fin, un mot peut-être de conclusion aussi à Raphaël Palti, avant que... Alors, pour paraphraser mes deux amis, oui, une entreprise, une bonne entreprise aujourd'hui ne peut pas faire autrement que de partager son projet d'entreprise. Et son projet doit être un véritable projet inscrit dans une longévité, dans une pérennité. Aujourd'hui, ce n'est pas un vain mot que de dire une entreprise peut avoir une vision, qu'une entreprise peut avoir une mission, qu'une entreprise peut avoir une culture. Et le souci alors du chef d'entreprise ou de l'entrepreneur, c'est comment s'assurer qu'au quotidien, il est bien partagé. Moi, je connais des très grands chefs d'entreprise qui ont passé leur dernière partie de leur vie d'entrepreneur à ne faire que de la formation interne. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont basculé dans un monde de formation interne et de s'assurer qu'effectivement, ils faisaient quoi? Ils faisaient une chose, c'est qu'ils créaient du lien et ils mettaient du liant. Et aujourd'hui, il n'y a rien de mieux que de faire du lien et du liant à l'intérieur d'une entreprise. C'est le ciment le plus fort qui soit pour créer ensemble, pour créer de la valeur et pour avoir de la force. C'est une très belle conclusion pour parler de partage. Je crois qu'on a fait honneur à cet amphithéâtre
parlant un peu de philosophie, beaucoup de partage. On a partagé beaucoup de choses. Merci. Je crois qu'on peut applaudir tout le monde. Merci.